Turcotte, alors qu'on parle de sa condition psychiatrique au moment où il a tué ses deux enfants, et le témoignage du psychiatre Louis Morissette est très important, vous en a parlé hier. Donc hier, il a mis les choses en place, mais aujourd'hui, ça a été pas mal moins facile pour lui, parce qu'il devait répondre en contre-interrogatoire aux questions du procureur de la Couronne. On va parler de ça avec Nicole Gibault, qui est juge à la retraite, maître Jean-Pierre Ancourt, qui est criminaliste, et Marie-Christine Bergeron, qui suit tout ça pour nous au Palais de justice de Saint-Jérôme. Bonsoir vous trois. Alors, Marie-Christine, c'est assez serré là, comme contre-interrogatoire aujourd'hui. Oui, c'est clair que dès le départ, Maître René Verret a tenté de miner la crédibilité du témoin en essayant de démontrer que son fameux rapport dont on vous parlait hier n'est carrément pas fiable. Pourquoi? D'abord parce que le psychiatre a admis avoir détruit ses notes des rencontres cliniques, des entrevues qu'il a fait avec Turcotte dès février 2009. Donc, il l'a rencontré très, très rapidement après les événements. Le 27 février, il avait la tâche, le mandat d'évaluer son état mental. Et c'est là que l'avocat lui a demandé, mais pourquoi avoir jeté vos notes? Comment vous avez pu faire pour rédiger ce rapport-là? 7 ans plus tard, il a dit, j'en avais pas besoin. Je me rappelle des grandes lignes de son histoire. Son histoire n'a pas changé. Je l'ai rencontré par la suite en 2011, en 2012, en 2013. Donc, il dit que c'était pas nécessaire. Par contre, selon la Couronne, il manque dans ce rapport-là, Denis, des détails importants, notamment le fait que Turcotte a dit à une infirmière qu'il avait fait ce geste-là pour faire du tort, faire du mal à Isabelle Gaston. Il a dit, bon, mais ça démontre un esprit de vengeance. Et ce qu'on remarque dans le rapport de Louis Morissette, c'est qu'il ne l'a pas retenu dans son évaluation, dans son expertise. Alors, Jean-Pierre Ancourt, qu'est-ce que ça peut signifier? Comment le jury va accueillir de se faire dire qu'un spécialiste qui l'a suivi a pris ses notes et les a jetées, là, littéralement? Ben, écoutez, probablement que le procureur de la Couronne va s'en servir dans sa plaidoirie et le juge, peut-être aussi, va donner des instructions. Mais vous savez, quand on est dans un procès criminel, vous avez un policier, par exemple, je donne l'exemple d'un policier qui témoigne avec son rapport. On lui dit, donnez-vous donc vos notes, vous avez pris des notes, des petits calepins noirs, là. Hein, les policiers sont obligés de garder ça, même que la Couronne est obligée de nous dévoiler ça, parce qu'on peut contre-interroger les policiers là-dessus. Si le policier dit, oh, je détruis mes notes, moi je ne garde pas mes notes, on va regarder le juge, on va dire au juge, écoutez, la crédibilité de ce témoin-là, là, c'est peut-être, pourquoi il a détruit ses notes? Il ne donne pas d'explication, mais le procureur de la Couronne, il aurait eu des notes de 2007, 2008, 2009, peut-être que là-dedans, il y aurait eu des choses pour contre-interroger ce témoin-là au niveau de sa crédibilité. Alors ça, en tout cas, c'est incompréhensible. Il dit, je ne suis pas tenu de garder ces notes-là puisque je ne suis pas son psychiatre attitré. Est-ce qu'il est tenu ou pas? Ben, en vertu de son code de déontologie, puis évidemment, là, c'est lui qui est en mesure de le... Il a dit que non, parce qu'il n'était pas le psychiatre traitant. Mais je suis contente que Maître Ancourt soulève ceci, parce que combien de fois moi, en tout cas, moi j'ai vu comme juge où les procureurs, justement, en défense, tentaient de voir les notes du policier et en plaidoirie nous disaient, vous voyez bien, là, il n'y avait pas ça. Et c'est exactement le même but là, recherché par la question de Maître Verret. Et en plus, j'ajouterai, M. Lévesque, 7 ans plus tard, il a été capable, ça je trouve que c'est un point qui a été important, qui a été soulevé, 7 ans plus tard, il est en mesure de se souvenir des éléments importants pour rédiger son rapport. Ça sera à l'appréciation du jury. Moi, je pensais qu'il avait fait son rapport avec ses notes d'il y a 7 ans. Il avait son rapport, et là, il est déchiré. Mais là, il semble-t-il qu'il ne les avait pas depuis 7 ans. C'est ce que je comprends. Alors, Marie-Christine, qu'est-ce qu'il dit justement là-dessus? Ben, c'est exactement ce que dit M. Rancourt, c'est qu'il a effectivement pris des notes en 2009, mais c'est quand il s'est retiré du dossier, rappelez-vous, pour des raisons personnelles, a-t-il mentionné, qu'il a jeté toutes ses notes cliniques, et c'est en 2011, lors de la commission d'examen, qu'il a reçu à nouveau le mandat d'évaluer Guy Turcotte. Donc il dit, je n'avais pas besoin de les conserver parce que ce n'était pas mon patient, je conserve tous les dossiers de mes patients, mais pas des personnes expertisées, c'est ce qu'il a dit. On a parlé aussi des heures avant le drame. Là. Alors, comment on a abordé ça? Oui, le procureur de la Couronne a demandé à Dr Morissette de nous donner sa définition de raptus suicidaire. On en a parlé hier pas mal. Le raptus suicidaire, c'est selon M. Morissette une pulsion soudaine et puissante affectant brusquement le comportement. Et c'est là que M. Verret a demandé à l'expert comment se fait-il si c'était si rapide comme crise, si ça affectait autant son jugement et si c'était si brusque que pendant 45 minutes ce soir-là, il a réussi à consulter 21 fichiers sur le suicide, qu'il a réussi à réfléchir à annuler des rendez-vous avec son agent d'immeuble, qu'il a appelé la gardienne,
qu'il a aussi tenu une conversation, rappelez-vous, pendant 1 heure avec sa mère, et c'est là que l'expert a répondu, et ça a surpris un peu le procureur de la Couronne. Il a dit que ça faisait partie de la mise en place de son plan. De son plan. Et on en sait plus sur le plan? Il a dit que c'était son plan de suicide dans sa logique de pensée à ce moment-là. Mais on sentait qu'il louvoyait à ce moment-là. Et un autre moment où il a été très hésitant, c'est quand Maître Verret lui a demandé est-ce que le raptus suicidaire, c'est une maladie mentale comme telle? Et là, il utilisait des termes crise suicidaire, trouble, signe de trouble. Donc, c'était très. Mais jamais il a été capable de dire qu'il s'agissait véritablement ou essentiellement d'une maladie mentale comme telle. Comment on va y ajuster là-dessus, M. Rambaud? Ben écoutez, il a l'air à piétiner un petit peu parce qu'il ne peut pas dire que c'est une maladie mentale, ce trouble suicidaire-là. Donc, mais il ne veut pas dire que ça n'en est pas une. Alors, comme Marie-Christine le dit, il piétine un petit peu là-dedans et les jurés auront apprécié cette crédibilité-là. OK, si vous voulez, on va faire une petite pause et on va poursuivre le résumé de ce témoignage-là dans 3 minutes. À tout de suite. On parle du procès de Guy Turcotte, Marie-Christine Bergeron. Donc, ça s'est poursuivi cet après-midi. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Bien là, bien sûr, demain, ce sera la suite du contre-interrogatoire de Turcotte. Mais ce matin, il y a le contre-interrogatoire du Dr Marcelin qui s'est terminé. C'est le responsable des soins intensifs à l'hôpital Sacré-Cœur qui a soigné l'intoxication, bien sûr, de Guy Turcotte. Et lui qui est venu, et ça a été très, très rapide comme contre-interrogatoire. Il a répondu à 3 questions par nom. Incapable de déterminer le moment où Guy Turcotte a bu la vitre, ni la quantité, ni même, il ne sait même pas s'il y a eu une période de consommation ou 2 épisodes de consommation. Donc, ça a été très, très rapide. Et ça, c'est important de savoir s'il l'a bu avant, après, quelques minutes rapprochées, etc. Absolument. Et on apprend que le psychiatre Morissette, lui, semble être capable de dire quand il a commencé à boire ça. Et il a été contre-interrogé, je pense, aujourd'hui là-dessus. Il se fie là, sur le fait que quand il parle à sa mère, il semble intoxiqué, donc il aurait commencé avant. Peut-être, c'est une preuve circonstancielle. Mais c'est très important parce que, est-ce que, au moment où il commet les actes, est-ce qu'il n'est pas là à cause du méthanol ou il n'est pas là à cause de sa maladie mentale? Ah, justement, alors, qu'est-ce qu'il disait, le Dr Morissette, là-dessus? Bien, il a été confronté justement à la toute fin de son témoignage à cette question-là parce que lui prétend qu'il a bu du méthanol, du Lavite aux alentours de 20 heures, là, plus ou moins 20 heures. C'est ce qui expliquerait le fait que vers 20h40, il avait un problème d'élocution et semblait être chaud, là, pour reprendre les propos de la mère de Guy Turcotte au moment de l'appel. Et c'est là que Maître a encore une fois la preuve électronique sur les fichiers d'ordinateur. Il a dit aux témoins, comment se fait-il que, selon vous, Guy Turcotte ait bu de méthanol et que vers 20h09, donc 9 minutes plus tard, il faisait encore des recherches sur le suicide, sur le méthanol ou d'autres types de suicide ou de liquide qu'il avait déjà pris. Ça ne tient pas la route. Et là, on sentait encore une fois que les témoins louvoyaient sur cette question-là et ça s'est terminé là-dessus et ça poursuivra. Je suis persuadée là-dessus demain matin. Merci, Marie-Christine. Donc, d'un point de vue technique, c'est important, n'est-ce qu'on... Absolument, parce qu'on cherche la source de l'incapacité. Qu'est-ce qui a rendu M. Guy Turcotte incapable, selon toute la preuve, là? Et effectivement, c'est ce qu'on va remettre aux jurés. On va leur dire, écoutez, est-ce que c'est le trouble mental? Est-ce que c'est le méthanol? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est en plus? Qu'est-ce que... Il y en a un qui dit « je suis pas capable de vous dire l'heure », puis l'autre qui dit « moi je dis 20 heures ». Alors, c'est le jury qui a pris ça. Oh, c'est une preuve circonstancielle, parce que quand Morissette dit c'est à 20 heures, ben, il va par déduction en disant, quand il parle à sa mère, il a de l'air chaud, donc il a voulu qu'il prenne quelque chose. On n'a pas de preuve qu'il a bu de la boisson. Et de l'autre côté, on dit à 20h27, si ma mémoire est bonne, il est capable de parler dans toute logique à un agent d'immeuble. Et c'est ça la confrontation. Il y a des périodes où il est tout à fait semble, et on dit semble, théorie de la couronne, et par contre, tout à fait le contraire pour la Comme ça qu'on est dans le cœur, mais vraiment dans le très grand cœur, c'est de savoir, il était-tu là ou il n'était pas là. Merci à vous trois d'avoir participé à cette réflexion-là. On risque d'en parler demain. C'est tout ce qui nous concerne ce soir. Merci d'avoir été là. Bye.